Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a plutôt tendance, reconnaissons-le, à se tenir à bonne distance des productions bien de chez nous, des films qui fleurent bon l'hexagone, bref du cinéma français. La vie est ainsi faite, il est rare qu'on y trouve de quoi assouvir nos habituelles passions. Ceci étant dit, toute règle a forcément ses exceptions et il existe évidemment des pans entiers du cinoche à la française qui font partie de nos panthéons personnels. Prenez pas du tout au hasard Bertrand Blier qui depuis près de 50 ans construit une œuvre à la fois grave et légère, régulièrement parsemée de fulgurances inoubliables. Et même si ces dernières années nous n'avons pas forcément exulté avec la même vigueur face à ses propositions, c'est avec toute la sympathie que nous inspire le bonhomme que nous attendions son nouveau film Convoi exceptionnel dont on va causer avec un trio de fiers jouisseurs de la critique. Daniel Andreev, salut Daniel. I'm back. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 181 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Convoi exceptionnel réunit par ailleurs une nouvelle fois Blier et Depardieu, son acteur fétiche depuis plus de 40 ans. Depardieu qui pour sa part retrouve Christian Clavier pour la première fois depuis Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'était en 2002. Ils incarnent ici respectivement les rôles de Topin et Foster, l'un semi-clodo, l'autre très chic, Foster attrapant Topin dans la rue pour l'emmener sur la piste d'un destin funeste puisqu'ils sont censés commettre un crime. C'est en tout cas ce que dit le scénario de leur vie qu'un coursier a remis à Topin sur les ordres d'une mystérieuse organisation dirigée par Audrey Dana. Je m'appelle Foster. Moi, c'est Topin. Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi? Aucune. C'est dommage. On aurait pu devenir copains. On a rendez-vous. Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui? C'est pour le tuer. Mais pourquoi il va falloir? Mais parce que c'est écrit dans le scénario. C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer. Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant? On vous dit au revoir et désolé pour le dérangement. Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries? J'en sais rien, moi. Présentation des scénarios. Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière. Je ne vous sers pas de bière. Et pourquoi? Les deux connards arrivent. Le patron leur dit, je ne vous sers pas de bière. Vous vous foutez de notre gueule. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Triste, la musique. Et pour l'occasion, Blier a réuni tout un tas d'habitués des plateaux. Outre Depardieu, Clavier et Dana, on croise Farida Rawaj, Sylvie Testu, Alexandra Lamy, Bouli Lanners, Guy Marchand ou encore Jérémy Régnier et Édouard Baird. Votre avis sur ce convoi exceptionnel, les amis? Julien Dupuis n'étant pas là, c'est Stéphane Moïsakis qui reprend le flambeau du premier de cordée. Pas de problème. Stéphane. Pas besoin de faire une pétition, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu le vis bien. Voilà, moi je suis pas comme Julien, je suis pas un bab tout fragile, voilà, c'est tout. Bref, et il entendra cette émission, il sera bien content, il va m'engueuler. Et écoute, c'est compliqué, Blier ces dernières années, moi je trouve, parce que, bon là ça faisait quand même 9 ans qu'il n'avait pas fait un film. C'était Le bruit des glaçons. Le bruit des glaçons, il y avait Les Côtelettes aussi, quelques années avant, Combien tu m'aimes. Et Combien tu m'aimes par exemple, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film assez quelconque finalement dans la carrière de Blier. Moi ça fait un moment qu'il n'avait pas fait quelque chose de vraiment mémorable. Je pense que le dernier en date pour moi c'est vraiment Mon Homme, avec Anouk Grimbert à l'époque et Gérard Landin qui était sa compagne de l'époque. Donc voilà, c'est maintenant un vieux monsieur de 80 ans dont moi j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié la verve. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Il y a des films moins bons, il y a des films évidemment qui restent comme Les Valseuses, Tenue de soirée, etc. Calmos évidemment, mais là on en parlait en antenne, c'est carrément... c'est même pas un film, Calmos, c'est carrément en fait un témoignage d'un ovni qui est descendu sur Terre, qui nous a laissé ça, qui est reparti, et puis il faut qu'on se démerde avec, quoi. Tellement c'est ubuesque. Et voilà, là, ce qu'on peut dire dans Convoi exceptionnel, c'est un peu difficile, tu l'as résumé d'une certaine manière, c'est un peu difficile de le résumer effectivement autrement, parce que c'est dans la logique méta de ce que fait Blier de manière générale, c'est-à-dire se poser des questions sur l'écriture, se poser des questions sur la façon d'agencer les séquences et la façon d'impliquer le spectateur dans ces séquences-là. En même temps, il a un rapport, il a toujours eu un peu ça dans son cinéma, par exemple dans Buffet froid, c'est une évidence, son rapport au film noir et au polar, et notamment au polar écrit, quoi, c'est-à-dire vraiment les romans, quoi. Et il y a un peu de ça là-dedans. Maintenant, je dirais que le vrai souci principal du film, en premier lieu, c'est, et ça il faut vraiment le dire à nos auditeurs qui sont certainement très en dessous de la moyenne d'âge du public de Convoi exceptionnel, c'est que c'est vraiment un film de vieux.
Donc, je dis pas ça méchamment, hein, c'est des gens qui ont 80 ans, c'est une personne qui a quasiment 80 ans qui a fait le film et qui a écrit le film. C'est Depardieu et Clavier qui approchent les 70 ans s'ils les ont pas déjà dépassés. Donc voilà, et ça se ressent vraiment, et ça se ressent si en plus tu connais leur parcours, et notamment par exemple Depardieu et Blier ensemble dans Les Valseuses, dans Tenue de soirée, dans tout ça, quoi. Y compris même dans Combien tu aimes, où c'était pas aussi évident que ça, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est un film qui divague un peu, et qui est rattrapé assez régulièrement par, je trouve, des scènes étonnantes, avec une vraie, j'ai pas envie de dire magie, mais une vraie suspension, en fait. C'est-à-dire que tu te retrouves en tant que spectateur à vraiment apprécier l'ambiance de la scène, le mood de la scène. Il y a notamment cette scène où une femme arrive et prend un croissant, et en fait les deux personnages la regardent parce qu'il s'est attendu, c'est expliqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire, elle va venir, elle va prendre un croissant, et une fois que lui il a décrit la scène, c'est-à-dire que les deux lisent le scénario et se disent bon, c'est ce qui va se passer, il l'a fait, il la filme vraiment, et ça marche. C'est-à-dire que t'es pris dans l'ambiance de la séquence, t'es pris dans la légèreté, la façon d'être touché par ce personnage-là alors qu'en fait elle dit rien, la façon dont les deux personnages la regardent, ce genre de choses, quoi. Mais c'est très épisodique, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a ça, il y a quelques dialogues qui font mouche, voilà, quoi. Et après, moi je pense que là où on arrive aussi aux limites du cinéma de Blier sur ce film-là, par exemple, c'est sur notamment la façon d'utiliser le méta, c'est qu'il en avait pas besoin avant, en fait, du méta Blier. C'est-à-dire quand il faisait Buffet froid, tu pouvais effectivement te demander pourquoi les mecs passaient d'une scène à l'autre comme ça, de façon aussi étrange, abrupte. Mais ça participait du charme, on va dire, de ce cinéma-là. Et deux, en fait, tu comprenais, en fait, finalement, même si t'étais complètement largué pendant le film, l'aspect thématique du film, ce que c'est censé raconter, ce que c'est, voilà. Donc j'ai toujours eu cette impression qu'il n'avait pas vraiment besoin du méta pour impliquer le spectateur dans ce qu'il raconte, puisque ces films ont marché, hein. Ils ont quand même été des gros succès au box-office, hein, les films de Blier, en tout cas certains, voilà. C'est des films très appréciés aussi. Buffet froid, c'est un film qui reste depuis 40 ans quasiment. 40 ans cette année, je crois. Et voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il a plus ou moins décidé de ramener dans son cinéma. Peut-être parce que lui-même s'est posé des questions vis-à-vis de ça, parce qu'il a vu que d'autres films le faisaient et qu'il pouvait se l'autoriser. C'est lui qui était à l'initiative de Grosse Fatigue à l'époque, hein, de Michel Blanc. Donc c'est ultra méta pour le coup. Voilà, c'est ça. Il n'a pas écrit le scénario. Il a fait les acteurs évidemment, qui étaient aussi comme ça, quoi. Et là, en fait, on touche les limites parce que finalement, à la fin, j'ai l'impression que c'est plus une excuse pour pour raconter, pour peut-être avoir une connivence avec le spectateur, mais pas forcément lui raconter quelque chose de totalement, cohérent. C'est-à-dire que nous, on l'a vu en avant-première avec David, et Blier s'est pointé. Alors, je pense que c'est du bon mot, hein, mais il s'est pointé et on lui a dit résumez votre film. Il a dit moi, je suis incapable de résumer mon film, je sais même pas de quoi ça parle, quoi. Et certes, c'est du bon mot. Mais quand tu vois le film après, tu te dis, il y a un peu de ça quand même, si tu veux. Alors peut-être que David va me contredire, on n'en a pas vraiment parlé après, quoi. Moi, je dirais pas que c'est une histoire de besoin, d'avoir besoin du méta ou quelque chose comme ça. Et finalement, ça rejoint un peu son beau mot. J'ai l'impression que ça lui a un peu tombé dessus. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui, et c'est pas anodin, est le fils d'un très grand acteur qui du coup est plongé depuis l'enfance dans le cinéma. Il raconte même qu'il faisait répéter son père depuis tout jeune. Donc il a été très tôt sur les plateaux, etc. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que autant il a pu percer avec ses premiers films, et avec des films comme les Valseuses ou Tenue de soirée, où ce qui primait surtout, c'était d'une part une forme de geste revendicatif contre les mœurs, l'ordre établi, etc. Et aussi, et à mon sens surtout, un style exceptionnel. Donc il a à la fois un talent littéraire qui est vraiment exceptionnel, et qui se voit d'ailleurs dès Les Valseuses, qui existe aussi, qui est avant tout un roman, et qu'il adapte au cinéma après le succès du livre. Et puis aussi un style de cinéaste, parce que et ça c'est peut-être ce qui subsiste le mieux dans Convoi exceptionnel, il y a une vraie capacité à mettre en scène et à créer des ambiances et des formes de temps suspendu, comme ce dont parlait Stéphane. Effectivement, la scène de la boulangerie, c'est un truc
dont on se souvient en sortant du film. Et en fait, je pense qu'avec le temps, quelque part, on a l'impression qu'il commence à avoir des états d'âme. C'est-à-dire qu'il a de plus en plus un petit bonhomme en lui qui se pose par-dessus de son épaule quand il écrit et qui a conscience de ce qui se fait et je pense que c'est un peu une maladie des auteurs, une maladie des auteurs français en particulier, de toujours remettre en question ce qu'on est en train de faire et rester au pur premier degré, c'est quelque chose qui est devenu assez difficile. Et en ce sens, c'est marrant parce que moi, ça m'a évoqué un autre cinéaste dont on a parlé il y a pas très longtemps et qui pour le coup a rien à voir, c'est Shyamalan, parce que pour moi, son dernier film, Glass, on peut aussi le voir sur une histoire méta sur des acteurs vieillissants et sur le rapport que le cinéaste a avec ses acteurs et le rapport qu'on peut avoir à l'histoire, à ce qui relève du réel et de la vie et de la biographie des acteurs qui jouent le rôle, et puis en même temps ce qui relève des personnages. Et dans Convoi exceptionnel, c'est un film qui se regarde totalement à cheval entre le degré de réalité qui est celui du film, ce qui nous est montré à l'écran, et aussi tout ce qu'on sait sur les acteurs, sur la vie de Blier, sur sa filmographie aussi. Un truc tout bête. Le principe du film, donc, c'est que les acteurs les personnages ont des pages du scénario qui leur disent ce qu'ils doivent faire, et Depardieu a pas eu les pages. Mais en fait, ça renvoie à quelque chose de la réalité, c'est que ça fait des années que Depardieu en fait n'apprend plus son texte, et pendant longtemps, la technique des cinéastes était d'accrocher des grandes feuilles de papier avec le texte écrit quelque part dans le décor, et depuis quelques années, en fait, il travaille avec une oreillette. Ouais, il a une oreillette. Donc, il a pas besoin des pages du scénario, on lui souffle les dialogues dans l'oreillette. Et il faut préciser que c'est quelque chose qui est vrai parce qu'il le dit lui-même, hein. C'est-à-dire que c'est pas bien sûr, c'est pas une rumeur, et d'ailleurs il l'a redit à l'avant-première où on était, il a dit il y a notamment dans la BD Gérard de Mathieu Sapin, on le voit, c'est expliqué, et on voit la personne qui le souffle et tout ça. Et donc on se retrouve à suivre ces deux acteurs qui sont pendant presque tout le film vraiment dans les personnages, dans les mots de Blier, qui moi j'étais un peu déçu de cet aspect-là. Il y a quelques saillies bien senties, mais on trouve pas des vraiment gros morceaux de bravoure dans les dialogues, comme il y avait même à mon sens encore dans Le bruit des glaçons. Et puis ça va, sans vraiment spoiler ou dévoiler la fin, mais à un moment donné, à la fin du film, il va lâcher ses acteurs et lâcher ses personnages et les livrer à eux-mêmes, en fait, presque comme ce que ça donnerait si Blier n'était pas là pour leur donner les mots. Et il y a un moment il y a une séquence, c'est carrément improvisé. Et il y a une séquence effectivement improvisée. On en parlait avec Stéphane et j'ai eu confirmation depuis que la séquence de la recette est improvisée, qui renvoie d'ailleurs aux émissions un peu culinaires qu'avait fait Depardieu il y a pas très longtemps avec Arte. Et du coup, pour moi, c'est un film qui parle à la fois du rapport qu'on peut avoir à la vie et d'un vrai regard de cinéaste qui se dit qu'est-ce que c'est ma vie, qu'est-ce que j'ai loupé, quelle était ma marge de manœuvre par rapport au scénario qui était écrit pour moi. Et qui, en fin de compte, et là je rejoins tout à fait Stéphane sur la question du film de vieux, c'est aussi un film qui vraiment regarde la mort et qui se pose la question de la postérité. Et il y a un moment, une séquence peut-être un peu lourde là-dessus, où un personnage, Guy Marchand, vient dire un truc sur le cinéma en disant le cinéma c'est ce qui fait qu'on peut pas mourir et Mastroianni il mourra jamais, etc. Clairement, c'est un peu lourdingue. C'est lui-même. Et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose qui est la pensée de Blier là-dedans. Daniel ? Il y a un truc, il faut s'interroger qu'est-ce que signifie ce film en fait dans la vie de Blier. Il a 79 ans et moi j'ai trouvé ça déjà mieux que Le bruit des glaçons qui m'avait vraiment déçu à l'époque. Mais il y a un truc qu'il voit son œuvre, il a vu son œuvre, il a relu son œuvre. Blier, je suis à peu près persuadé que c'est un mec qui a revu ses films et qui les revoit en général, et ça se voit. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, quand tu le vois, il a complètement déconstruit son propre cinéma et il l'a recomposé de manière
plus ou moins artificielle, mais au moins, ce que je dirais plutôt, et ça David l'a souligné, de manière littéraire en fait. C'est un film très très littéraire, puisque c'est comme s'il avait passé le script de tous ses précédents films, et il en avait pris les moments les plus marquants, ou surtout ceux sur lesquels il voulait revenir lui-même en tant que réalisateur. Je pense par exemple, le film s'ouvre sur un caddie, et Les Valseuses aussi, enfin il y a vraiment des choses... Merci la vie aussi. Et Merci la vie, enfin vraiment il y a des obsessions sur la mort évidemment, alors que la mort elle est presque parachutée dans ce film. Les mecs se réunissent au début, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire, c'est la mort, et c'est parce que c'est en page 15 du scénario. Il y a vraiment un ordre littéraire dans ce film. Alors quel est pour lui à 79 ans, t'es un peu à la fin, Plus près en tout cas de la fin voilà, que du début, c'est sûr. tu es en train de faire le bilan. Et moi, j'y ai vu quand même quelque chose de l'ordre du nouveau roman, en fait. C'est vraiment de l'ordre du non-sens, de l'ordre du, tout d'un coup, la didascalie. Tout d'un coup, il y a des choses qui rentrent, qui sont pas habituelles dans son cinéma. Il revendique beaucoup Beckett, d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu En attendant Godot, mais avec clavier. Et c'est le truc qui c'est En attendant ça Poire. te le vend et en même temps ça te le vend pas, quoi. Alors, moi, je suis très fan de clavier. Hein. MDR est un laboratoire où on analyse tout ça. La Clavier Exploitation. Ouais, non, mais Clavier, je trouve que c'est un acteur fascinant. Et c'est assez fascinant de voir que dans ce duo de grands comédiens, ça soit celui qui essaie de casser le cul à apprendre son texte, alors que l'autre, il est plus ou moins en roue libre, ce qui lui donne parfois des tempos un peu différents, parce que tu sens que l'oreillette, c'est pas immédiat et qu'il est un peu en impro. Et Clavier, il donne vraiment tout ce qu'il a, parce que lui, il a l'impression de travailler à une grande œuvre littéraire. Et moi, je trouvais ça... Il y a des moments, voilà, c'est très inégal, quoi. Évidemment, dans ce film somme, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est genre, qu'est-ce que tu veux définir si tu en as vu aucun, va voir celui-là, tu vas voir, c'est une espèce de composite vraiment bizarre de tous ces films. C'est un assemblage, c'est presque du théâtre, sauf que c'est mieux filmé que du théâtre filmé qu'on a l'habitude de voir. Je pense par exemple à Momo de Christian Clavier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Ça. Non, mais c'est un film incroyable où Clavier commence avec 5 minutes sur les chocs à pic. Et je pense que c'est un truc que tu verras jamais dans ta life. Il a fait du lait. Il y avait du lait. Et Il y a plus de lait. Il épilogue sur les chocs à pic de manière assez incroyable. Et donc du coup, en plus c'est quand même un couple mythique du cinéma qu'on n'a pas vu. Tu disais Astérix, mais il y a aussi les Anges Gardiens. Je veux dire, c'est aussi beaucoup de rencontres loupées entre ces deux-là. Et tu vois clairement une espèce d'amitié qui, tu vois, c'est son dernier. T'as l'impression que c'est sa dernière amitié, quoi. Et il le joue de cette manière-là, et ça rend le film beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est. Je pense qu'on en a dit vachement plus de bien que ce que le film est réellement, en fait. C'est un film qui intéressera sans doute les bliophiles. Mais j'ai vu des gens se disputer en sortant de salle. Les gens disent mais c'est vraiment de la merde. Et il y en a un autre qui disait mais tu n'aimes pas le cinéma. Vraiment, il y en a qui lui a parlé comme ça. Alors je peux dire quand tu me parles comme ça, moi, en général je m'éteins. C'est un film intéressant à plein d'égards, et je pense qu'il y a quand même le fait qu'il soit omnubilé par la mort, par la propre mort de ses acteurs et la propre mort de ses comédiens. Il y a la mort la plus bizarre que j'ai jamais vu, c'est-à-dire à un moment on te dit que Clavier est mort et ensuite pendant un demi-seconde t'as l'impression que c'est Jacouille la fripouille qui fait c'est absolument sidérant. Ça ne peut exister que dans ce film-là. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais en tout cas moi ça m'a fasciné. En fait, par rapport à ce qu'il avait déjà fait, je trouve qu'il y a un film qui correspond pas mal, c'est les acteurs. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, en tout cas que j'ai pas perçu de la même manière. Moi, les acteurs, je trouve qu'il y a deux choses qui sauvent le film et qui le rendent vraiment intéressant. C'est d'une part, il y a des moments d'anthologie, il y a des trucs, des prestations d'acteurs sur des sujets un peu absurdes, mais notamment toute la séquence d'ouverture sur le petit pot d'eau chaude. Pour moi, c'est un moment qui est exceptionnel, qui est sans queue ni tête, mais qui est tellement incarné et réussi. Hein, moi, j'en fais des blagues tout le temps. C'est fabuleux, quoi. Il y a aussi plus d'acteurs dans les acteurs. acteurs. Il y a plus d'acteurs, il y a plus de monde, et aussi moi, là où je trouve le film bouleversant, c'est que c'est un hommage à son père, en fait. Ouais. Et c'est vraiment c'est
Enfin, tu peux pas imaginer Blier mieux dire à quel point son père a compté pour lui qu'avec ce film. Et là, sur Convoi exceptionnel, je trouve que, enfin, j'ai pas mis le doigt sur un truc qui pouvait m'émouvoir autant que ce qu'il y a dans les acteurs. Mais encore une fois, parce que je pense qu'il y a cette problématique qu'évoque Daniel, en fait, qui est un truc de morceaux choisis, c'est-à-dire qu'on parlait de la scène de Guy Marchand, mais la scène de Guy Marchand, elle existe sous une meilleure forme, en fait, qui est la scène avec, et pourtant c'est pas ma scène préférée dans les acteurs, hein, mais avec Alain Delon, quoi. C'est-à-dire que, en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça où il reprend, en fait, effectivement, des choses qu'il a pu écrire. Je pense que faut être honnête, il arrive aussi en bout de course, hein. Et personne va lui en vouloir à 80 ans. Hein. Moi, en tout cas, je lui en voudrais pas parce que ça fait juste 40 ans qu'il a fait certains des plus grands films français que j'ai pu voir. Donc le truc, c'est que voilà, moi, je suis le bibliophile dont parle Daniel, mais pas tout. Mais en tout cas, quand il avait vraiment sa verve, c'était incroyable, quoi. Et se remettre en question vis-à-vis de ce cinéma-là, comme tu disais. C'est-à-dire, oui et non, je pense que... Enfin, oui, je suis d'accord, peut-être, mais peut-être qu'il y a cette petite voix aussi, mais il y a aussi cette espèce de truc où je pense que... est-ce que j'en ai un dernier chez moi? Est-ce que j'en ai encore un en moi? Il le sort. Et voilà, enfin, je pense que il le sort avec les gens qu'il connaît. Mais même quand il a des gens plus jeunes, hein, je pense à Bernard Campan, par exemple, dans Combien tu m'aimes, il fit pas trop, quoi. Ouais. Clavier, par exemple, le problème de Clavier, c'est-à-dire que je suis désolé Daniel, hein, mais la carrière de Clavier, elle est tellement en dessous au ras des pâquerettes, si tu veux, que quelque part, en fait, oui, d'un seul coup, il ressort comme un grand acteur là-dedans parce qu'on lui donne aussi quelque chose à jouer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante non plus. Hein. Je te laisse cette analyse. je prends juste quelques morceaux comme ça quand tu parles de Momo, je fais tiens, je vais voir Momo, allez hop, tu vois. Mais le truc, c'est que voilà, enfin, il faut reconnaître que Clavier, ça fait depuis vraiment les grandes heures du Splendide, tu vois, qu'on l'avait pas vu déclamer un vrai texte. Genre un texte de cinéma, quoi, au lieu de mes couilles, le billet, tu vois, il n'y a plus de lait, ce genre de conneries, quoi. À un moment qu'est-ce donné, qu'on a encore fait? Oh là là, mes enfants, mais voilà, enfants, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, et que c'est des onomatopées, quoi. C'est pas du texte, ce qui fait Clavier. Moi, je trouve depuis 30 ans, quoi. Mais je vois le regard, sauf exception, quoi. Peut-être, c'est des exceptions que j'ai pas vues. Ça a été quand même le mec de Champignac dans Spirou l'année dernière. Ah oui, mais j'ai pas vu. Et là, je crois que la dernière fois, mais même la dernière fois où il a eu du texte, genre dans un José Dayan, si tu veux, c'était à pisser de rire. C'était quoi? C'était genre Les Misérables? Oui, voilà, c'est ça. Oui, il jouait avec Depardieu. C'est ça, et tu peux pas, c'est pas possible, ça marche pas, tu vois. Donc là, le truc, c'est que oui, effectivement, il a un semblant de noblesse, tu vois, dans ce film-là, c'est vrai. Il est différent de ce que tu as pu voir ces dernières années, tout en jouant quand même sur le côté, enfin, la personnage du mec, quoi. Mais est-ce que tu as vraiment envie de voir ça dans un Blier? Je sais pas, c'était ça aussi le truc. Moi j'attendais Depardieu au tournant là-dedans, tu vois. Et c'est pareil, il est finalement assez générique, quoi. Depardieu, il est là. Enfin, il a LAS, tu vois, il est genre... Oui, c'est ça, ouais, il n'en peut plus. Ouais. Non, mais il est là, mais il le joue comme ça, et il le joue comme une métaphore de sa vie, en fait. Hein. Comme, le mec a quand même eu plus de vigueur à une époque. Hein. Non, mais il le joue comme s'il a vu partir tous ses amis, et c'est ça, en fait. Pour moi, les grandes scènes de ce film, s'il y en a, c'est les scènes de mélancolie absolue de... Oui, tout à fait, mais c'est même ce qu'il y a de Depardieu, quoi. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus touchant, et la fin, c'est exactement ce que disait David, quand tout d'un coup, il te met... Finalement, est-ce que Depardieu, c'est pas ça, c'est un mec qui te raconte comment il prépare le poulet. Quel beau résumé. Ce sera la tagline de son les gens vont aller le voir énième biographie. On va se faire engueuler. Les commandes Amazon sur Momo, là. On ne rembourse pas les billets. Ça va exploser, on ne rembourse rien, ni les DVD de Momo ni les autres. Le mec est très positif, hein. Je suis content d'être venu. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. Là, vous pouvez rester dans le monde de Blier, mais vous n'êtes pas obligé. Vous le savez, c'est un exercice de liberté totale. Daniel, tu prends la main en premier. C'est vrai que vous parlez pas souvent de comédie, et heureusement j'arrive pour faire ça, et je trouve qu'il y a une comédie dont vous avez pas beaucoup parlé. Tu es le rire, Daniel. C'est un film quand même très important dans le monde comique des années 90, c'est Anaconda. Non, c'est épouvantable. Blague à part. Mais quel troll. Blague à part, tu as mentionné à juste titre la bande dessinée Gérard de Mathieu Sapin, qui est vraiment très bien. Et donc, je me dois de recommander son film qui est sorti l'année dernière, s'appelle Le Poulain. Et Le Poulain, donc, qui partage d'ailleurs une comédienne avec le film dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire Alexandra Lamy. Alexandra Lamy dans le rôle de la méchante, puisqu'elle est la dircab d'un mec qui est en train de monter les échelons de la politique, et elle est en train de monter sa campagne électorale. C'est assez bien vu, en fait. C'est plutôt bien réalisé.
par rapport aux comédies françaises en général. C'est le bémol que je mets d'habitude. Et surtout, le coup de génie de Mathieu Sabin, c'est d'avoir confié une méchante à Alexandra Lamy, qui vraiment c'est un mélange de Doctor Doom, mais en même temps vraiment c'est une vraie méchante de cinéma comme t'as envie, tu la détestes, et je trouvais ça assez bien fait. Et il y a un vrai effort en termes de réalisation, puisque c'est un auteur de BD, donc c'est un mec qui a une vision artistique de ce qu'il fait, et je trouvais qu'il y a le traitement des réseaux sociaux est assez bien fait, puisque Mathieu Sapin les réinterprète presque graphiquement avec sa patte graphique, puisque c'est presque dessiné. Ouais. Il y a un vrai travail sur la typo, c'est très rare à voir dans les films, mais il y a un vrai travail sur la typo dans Le Poulain, donc voilà, je vous recommande Le Poulain, ça doit être sorti en DVD déjà. Et c'est dispo en VOD aussi. Ouais, j'imagine en VOD. Ça vaut le coup d'œil, si tu t'intéresses à la politique, ça va pas chercher trop loin, parce que ça balance pas, c'est pas un truc genre basé sur des faits réels et tout ça, mais ça reste quand même un bon divertissement, et si tu t'intéresses un petit peu à la politique, c'est un plus. David. Moi, je vais profiter de cette tribune qui m'est offerte et du fait qu'on parle de Blier pour recommander Calmos, qui avant d'être une magnifique newsletter cinéma, abonnez-vous sur calmos.net, ça sort tous les jeudis et je sais pas comment je vais boucler celle de demain. C'était donc un film de Bertrand Blier avec Jean-Pierre Mariel et feu Jean Rochefort. Et qui est un film qui est à mon avis pas inintéressant à revoir aujourd'hui à l'aune de certaines MeToo actualités et compagnie. Non, mais alors moi c'est un film que je vois vraiment comme une comédie et qui est comme une vraie comédie politique et satirique, qui a la particularité de grossir très 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 exagérément les traits pour arriver à des situations totalement absurde. Et pour donner une idée un petit peu de ce que raconte le film, ça commence dans le cabinet de gynécologie de Jean-Pierre Mariel, qui fait entrer une des patientes et il la fait l'installer sur la table d'examen. La table d'examen. Elle se déshabille, elle écarte les cuisses et on voit le bureau filmé de derrière avec ses jambes écartées, et Jean-Pierre Mariel commence à s'ouvrir une baguette pour se faire un énorme sandwich au pâté. Et c'est le début du film. Et puis ensuite, il retrouve Rochefort dans la rue, il s'énerve et il décide de partir à la campagne pour partir loin des femmes qu'il ne supporte plus. Et il faut préciser que c'est dans un monde où c'est un matriarcat, en fait, c'est inversé. Disons que la notion de matriarcat qui est en train d'expliquer. Le matriarcat, il arrive plus tard. C'est-à-dire que c'est plus tard dans le film que la situation de départ ressemble beaucoup à notre monde, en tout cas au monde des années 70 de l'époque. Et c'est une vision fantasmée là-dessus. Mais c'est notre double recours. En fait. et donc voilà, et je trouve que c'est un film qui va vraiment très 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 loin. Je vous en dis pas plus, mais la scène finale va 100 000 fois plus loin que cette scène d'ouverture. Et c'est un film que je conseille à voir en double programme, avec un film plus récent qui a aussi cette idée du matriarcat à outrance. C'est Jackie au royaume des filles de Riyad Satouf. Voilà, donc je vous conseille de vous faire une petite soirée en couple. C'est raté quand même. Quoi? Non, c'est extraordinaire. Je suis pas d'accord. C'est un chef-d'œuvre. C'est un très beau film. Et je conseille de regarder du coup les deux à la suite. Très bien. Calmos après. Hein. Dans l'ordre que vous souhaitez. Franchement, Jackie, c'est vraiment très 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 grand. Je suis d'accord avec Daniel. Et avec moi. Et avec David aussi. Je vous aime tous d'amour. T'es pas d'accord avec moi par contre? Non, pas toujours. Mais voilà, je t'aime quand même. Ah d'accord. Vas-y, Anaconda. Le truc c'est que en fait, non mais voilà, vous le savez, c'est quoi Marocco? On va arrêter maintenant les conneries, hein, ça suffit quoi. Je voudrais juste préciser un truc parce que t'as dit quelque chose tout à l'heure et c'est pas vrai en fait. C'est un mensonge éhonté. Solène m'a expliqué la dernière fois quand on a enregistré qu'en fait vous recevez chez Binge Audio des mails carrément d'insultes, de honte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez fait télécharger Anaconda sur zone téléchargement, c'est pas normal, etc. Ah, faut l'acheter. Bah ouais, je sais pas, hein. Apparemment c'est les mails qu'on reçoit, tu vois, c'est incroyable, comment vous pouvez plus me faire regarder ce film, etc. Bon déjà, j'ai envie de dire, il est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, faut arrêter à un moment donné de télécharger déjà, voire de mettre ça dans votre panier Amazon ou d'aller l'acheter carrément en magasin. Et en fait, si vous n'êtes pas content,
de cette reco qui est quand même, moi je trouve, une bonne reco de manière générale, et ben en fait Binge Audio vous rembourse, ils viennent de me le dire dans l'oreillette là, ils vous remboursent absolument tous vos achats, tous vos téléchargements sur zone téléchargement, ils vous remboursent toutes les recos, par exemple Jackie et le Royaume des Filles, si vous n'avez pas aimé, ils vous remboursent. Voilà. Momo, si vous n'avez pas aimé, ils vous remboursent. Et on rembourse à peu près combien on a fait d'émissions ? 362 je crois. On vous rebooste 362 fois. Alors, combien d'auditeurs ? Je dirais pas. Voilà. Un chiffre général, c'est secret. 1 million d'auditeurs, donc 360 émissions par 1 million d'auditeurs, ça fait à peu près 360 millions. Voilà, on a le budget. On l'a. On vous rembourse, voilà, c'est ça. Tu confirmes ? Je confirme. Voilà. Et ben voilà, c'était Marocco. Marocco, c'est si vous voulez faire rembourser nos recos. Voilà. Regardez Anaconda. Voilà. Ok, très bien. Et regardez Anaconda, parce que c'est pas mal, malgré ce qu'a dit Daniel sur le film. Tu sais que ça m'a coûté 1 franc à l'époque, puisque je suis allé voir pendant la fête du cinéma. Tout le monde l'a vu pendant la fête du cinéma. Anaconda, moi j'ai vu 3 fois pendant la fête. C'était le seul où il y avait de la place. Il n'y avait pas d'autre Pourquoi tu crois que je le recommande autant de fois d'aller voir Anaconda. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.